Tu passes bientôt l'examen du DALF C1? Oui? C'est sans doute le destin qui a voulu que tu tombes sur cette vidéo. Ou alors, c'est l'algorithme de YouTube qui a compris que tu consultais de nombreuses vidéos sur cet examen. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, correcteur et examinateur des examens officiels du DELF et du DALF, par ailleurs créateur du French Club, le club de français 100% en ligne. En 20 ans, j'ai préparé des dizaines de milliers d'étudiants à passer et surtout réussir les examens du DELF B1 et B2 grâce aux nombreuses vidéos que j'ai publiées sur YouTube. J'ai décidé maintenant de m'attaquer au DALF C1. Donc on va monter d'un niveau. J'ai déjà publié 3 vidéos sur ce sujet. Une vidéo qui est plutôt une présentation générale de l'examen et 2 autres vidéos qui s'intéressent à l'exercice de la synthèse. Si tu n'as toujours pas vu ces vidéos, je te recommande de les voir tout de suite. Aujourd'hui, je vais te parler du deuxième exercice de l'épreuve de production écrite du DALF C1 qui est l'essai. Je vais te donner dans cette vidéo toutes les techniques pour que tu deviennes un vrai rédacteur d'un niveau avancé, un rédacteur du niveau C1. Puis je te montrerai l'exemple d'une copie parfaite, d'une copie qui a obtenu la note maximale de 12,5 points. Et surtout, je t'expliquerai pourquoi cette copie est parfaite pour qu'à ton tour, tu puisses obtenir la note maximale à cette épreuve. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite surprise pour toi qui passe le DALF C1. Avant de commencer, tu penses à me mettre un énorme like à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait parce que chaque semaine, je mets du contenu pour les étudiants qui, comme toi, apprennent le français. Donc cet exercice de l'essai, il est noté sur 12,5 points, ce qui correspond à la moitié de la note de l'épreuve de production écrite et à un huitième de l'examen du DALF C1. Alors rappelle-toi que pour l'épreuve de production écrite, tu disposeras de 2h30. Mais attention, ce sont 2h30 pour réaliser 2 exercices. La synthèse dont je t'ai déjà parlé et l'essai. Je te recommande de te réserver 1h30 pour écrire ta synthèse, puisque la synthèse est un exercice assez long à réaliser, et 1 heure pour écrire ton essai. Mais réserve-toi au moins 1 heure pour l'essai. Pourquoi? Parce que l'essai, c'est le dernier exercice de la dernière épreuve de l'examen du DALF C1. Avant d'écrire cet essai, tu auras eu 40 minutes de compréhension orale, 50 minutes de compréhension écrite et 1h30 de synthèse. Donc on arrivera dans notre 4e heure d'examen et tu commenceras sans doute à être fatigué. C'est pourquoi se réserver 1 heure me semble un minimum pour écrire cet essai. En tout, tu dois écrire un texte de 250 mots minimum. Tu peux faire plus, mais tu ne peux pas faire moins. Cependant, je te conseille de ne pas faire beaucoup plus. Si tu écris plus, tu peux faire un texte de 280, 290 mots maximum. On va surtout évaluer la qualité de ton travail plus que la quantité. Donc 1 heure pour écrire 250 mots. Encore une fois, il va falloir bien gérer son temps. Alors, comment tu vas gérer ce temps? La première chose que tu vas faire, tu vas te prendre 2 minutes pour bien lire, pour très bien lire la consigne. 2 minutes pour lire une consigne de quelques mots, cela peut te sembler beaucoup. Mais cet exercice, cette partie est vraiment très importante. Alors, petit conseil très pratique, je te conseille le jour de l'examen du DALF de venir avec des feutres de couleur, des feutres fluorescents pour souligner tous les mots importants. La première chose que tu dois faire, c'est identifier le thème. Est-ce qu'on va parler d'autorité parentale? Est-ce qu'on va parler d'éducation, d'intelligence artificielle, de consommation responsable, de télétravail? Tout ça, ce sont des thèmes qui ressortent régulièrement à l'examen du DALF C1. Petit truc important à savoir, c'est que le thème de l'essai est très souvent lié au thème qui a été abordé lors de la synthèse. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas disposer premièrement de tout un bagage lexical. Tous les mots-clés que tu as repérés dans ta synthèse, tu vas pouvoir, pourquoi pas, les réutiliser. Tu vas récupérer également des idées, des données chiffrées, des données statistiques,
des propos de certains spécialistes. Tout ça peut te servir pour l'essai afin d'étayer ton argumentaire. Une fois que tu as identifié le thème, tu dois identifier la problématique. Il y a toujours une problématique à laquelle tu dois répondre et face à laquelle tu dois te positionner. Puis, très important, lorsque tu lis la consigne, tu dois identifier le type de production qui est demandé. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Est-ce qu'on te demande d'écrire une lettre formelle au maire de ta ville, par exemple? Est-ce qu'on te demande d'écrire une lettre ouverte? Une lettre ouverte, c'est une lettre que j'adresse par exemple à un député, mais qui est publiée dans un journal que tout le monde peut lire. Est-ce que tu dois écrire un courrier des lecteurs qui va être publié dans un magazine? Ou enfin, est-ce que tu vas écrire dans un forum de discussion sur Internet? Ça, c'est très important, tu dois identifier le type de production. Et une fois que tu as identifié le type de production, tu vas pouvoir établir le schéma de communication. Je reviendrai dessus dans un instant. Les 18 minutes suivantes, tu vas écrire au brouillon. D'accord? Tu vas d'abord noter toutes tes idées. Alors peut-être qu'il y en aura une dizaine. Tu vas en retenir seulement 3, maximum 4. Les 4 idées les plus fortes pour toi. Une fois que tu as tes idées, tu vas pouvoir construire ton plan. Ça, c'est très important aussi. Tu dois absolument construire un plan. Comment va commencer ton introduction, comment va être ta conclusion et comment tu vas articuler tes idées dans le développement. Après, tu vas pouvoir commencer le véritable travail d'écriture pendant 35 minutes environ. Ça peut te sembler peu, mais si tu as déjà bien construit ton plan, ça sera rapide. Donc je récapitule, bien lire la consigne 2 minutes, écrire au brouillon et créer son plan 18 minutes, rédiger 35 minutes, il nous reste 5 minutes très importantes que tu vas utiliser pour bien te relire et compter le nombre de mots que tu dois noter en bas de la page. Maintenant que nous avons appris à bien gérer notre temps, découvrons l'exemple d'une consigne. Vous écrivez une lettre au courrier des lecteurs du journal de l'Association des parents d'élèves pour donner votre avis sur l'instauration de la tenue scolaire commune décidée par le conseil municipal de votre ville. Dans un texte clair et bien structuré, vous prendrez position en argumentant votre point de vue de manière convaincante. Analysons ensemble cette consigne. La première chose que tu dois faire, souviens-toi, c'est de retrouver le thème. Ici, c'est assez facile, il s'agit d'éducation, d'école. Puis, tu dois identifier, tu dois retrouver la problématique, la question par rapport à laquelle tu dois te positionner. La problématique pourrait être formulée simplement « Faut-il instaurer, oui ou non, l'uniforme scolaire ?» Petite parenthèse, je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais lorsqu'on parle dans la consigne de tenue scolaire commune, on fait bien référence à un uniforme scolaire. C'est ainsi qu'on l'appelle officiellement en France. Je pense que cela ne devrait pas poser de problème à un étudiant de niveau C1. Quel type de document doit-on écrire? Il s'agit ici d'un courrier des lecteurs. Maintenant qu'on a identifié le type de document, on va pouvoir recréer notre schéma de communication autour de ces 4 grandes questions. Qui, à qui, quoi et pourquoi. Alors quoi, on l'a dit, il faut écrire un courrier des lecteurs. Alors qui es-tu? Ce n'est pas dit clairement dans la consigne, mais on te dit que cela va paraître dans le journal de l'association des parents d'élèves. Donc on comprend que tu vas prendre ta plume, tu vas écrire en qualité de parent d'élèves. À qui tu vas écrire, c'est toujours un petit peu ambigu dans un courrier des lecteurs. On s'adresse autant à la rédaction du journal qu'aux autres lecteurs qui sont ici également des parents d'élèves. Donc c'est vraiment important. Tu es un parent d'élève qui s'adresse à d'autres parents d'élèves. Et pourquoi tu écris? Pour donner ton point de vue sur le port de l'uniforme scolaire. Là, la consigne dit « Vous prendrez position en argumentant votre point de vue ». C'est-à-dire que tu es libre de choisir un point de vue. Ce n'est pas toujours le cas, d'accord? Parfois, on peut t'imposer de prendre un point de vue. Supposons que tu doives écrire, par exemple, une lettre formelle au maire qui a décidé d'instaurer ce port de l'uniforme scolaire et que dans cette lettre formelle, on te demande de prendre position
contre l'uniforme scolaire et d'exposer tes arguments au maire. Dans ce type de production, on ne te laisserait pas le choix. Tu devrais forcément prendre position contre l'uniforme scolaire. Mais cette fois-ci, dans ce courrier des lecteurs, tu peux prendre la position que tu désires, celle que tu veux. Découvrons maintenant l'exemple d'une copie parfaite. Une copie qui a obtenu l'intégralité de la note, 12,5 sur 12,5. Depuis l'annonce du conseil municipal d'instaurer une tenue commune dans les écoles, le débat fait rage parmi les parents d'élèves. Étant moi-même maman d'origine australienne, j'ai grandi avec cette tradition vestimentaire et je pense que mon expérience peut éclairer la discussion. Coûts supplémentaires pour les familles, mesures superficielles, voire atteinte aux libertés individuelles. Que ne reproche-t-on pas à cette tenue scolaire commune? Certes, les uniformes imposés dans certaines écoles privées en Angleterre ou en Asie peuvent être onéreux. Toutefois, le conseil municipal a proposé un trousseau républicain, simple et abordable. Pantalon gris, polo blanc et sweatshirt bleu marine. Cela pourrait même représenter une économie en évitant la pression sociale liée aux marques prisées par nos adolescents. Bien sûr, l'uniforme ne remplacera pas une politique éducative ambitieuse, ni ne réglera à lui seul les inégalités sociales ou le harcèlement. Cependant, si certains écoliers, victimes de ces injustices, peuvent se sentir le cœur, un tant soit peu, plus léger sur le chemin de l'école, ce serait déjà une énorme victoire pour toute la société. Enfin, l'idée qu'une simple tenue scolaire mènerait à un régime autoritaire me semble intellectuellement malhonnête, car elle repose sur un postulat erroné. Pour ne prendre qu'un exemple, la Nouvelle-Zélande, l'un des pays dont l'indice de démocratie le plus élevé au monde, impose l'uniforme dans la majorité de ses écoles, alors que d'autres pays bien moins exemplaires ne le font pas. Sans être une solution miracle, l'uniforme peut être un levier parmi d'autres pour favoriser un climat scolaire plus serein. Plutôt que de s'opposer frontalement, pourquoi ne pas expérimenter cette mesure et en évaluer les effets? Signé une maman engagée. Alors pourquoi s'agit-il d'une copie parfaite? Parce que l'étudiant ou l'étudiante fait absolument tout ce qu'on lui demande de faire. Première chose, c'est très visuel pour tout le monde, je pense, et notamment pour le correcteur que je suis. C'est qu'on voit que le texte est bien organisé en différents paragraphes. Ici, on a 5 grands paragraphes. Donc, premier coup d'œil, je vois que c'est organisé. Je m'attends ici à retrouver une introduction et en fin de production, une conclusion. Et donc, j'imagine que les paragraphes 2, 3 et 4 sont le développement des grandes idées. Alors, commençons par analyser l'introduction. Depuis l'annonce du conseil municipal d'instaurer une tenue commune dans les écoles, le débat fait rage parmi les parents d'élèves. Étant moi-même maman d'origine australienne, j'ai grandi avec cette tradition vestimentaire et je pense que mon expérience peut éclairer la discussion. Donc on voit que dans l'introduction, l'étudiante annonce clairement la problématique. Donc on retrouve la problématique dans cette introduction. Par ailleurs, elle précise que c'est une maman d'origine australienne, donc elle a bien compris la consigne, elle est parent d'élèves, et elle précise qu'elle a connu cette tradition vestimentaire de l'uniforme scolaire, donc elle se donne une certaine légitimité dans le débat, elle va apporter probablement un autre point de vue, ce qui va rendre le débat intéressant. J'ai envie de lire la suite. Ensuite, le développement va être organisé autour de 3 grands paragraphes, et qui correspondent à 3 grandes idées, à ces 3 grandes idées. Elle commence par énumérer toutes les critiques qui sont faites généralement à l'uniforme scolaire. Coûts supplémentaires pour les familles, mesures superficielles, atteinte aux libertés individuelles. Et tu vas voir qu'à partir de là, elle annonce son plan. C'est-à-dire qu'à partir de ces 3 grandes critiques qui sont faites à l'uniforme scolaire, elle va tout simplement détruire
chacune de ces idées. Alors c'est peut-être un peu négatif de dire ça, je vais dire qu'elle va construire un contre-argumentaire face à chacune de ces idées. Par exemple, dans le premier paragraphe, elle va contredire cette idée qui consiste à dire que l'uniforme scolaire peut être coûteux. Elle va dire oui, c'est vrai, dans certaines écoles privées anglaises ou asiatiques, cela peut être très coûteux, mais l'uniforme qui est proposé par le conseil municipal n'est pas coûteux. Elle va même plus loin puisqu'elle dit que finalement, cet uniforme qui est simple, qui est un uniforme qu'elle qualifie de républicain, finalement sera moins cher pour les familles, puisque les familles ont tendance à vouloir faire plaisir aux adolescents en leur achetant des marques. Dans le deuxième paragraphe du développement, l'étudiante va réfuter une idée qui est souvent avancée, un argument qui est souvent avancé par les opposants à la tenue scolaire commune. C'est l'idée selon laquelle l'uniforme serait une mesure complètement superficielle qui ne ferait que cacher l'absence de politique éducative. À cela, elle répond que non, l'uniforme scolaire permet très concrètement à des élèves qui sont victimes de ces injustices, qui sont victimes de harcèlement, de se sentir mieux accueillis par l'école. Donc ça n'a rien de superficiel. Alors si on regarde l'organisation du paragraphe, tout d'abord l'étudiante introduit l'idée des opposants de l'uniforme, d'accord, c'est une mesure superficielle. Et ensuite, elle introduit son idée à elle. Le mot-clé entre les deux, cependant, d'accord, c'est ce qui sert à faire la connexion entre ces deux grandes idées. Donc là, je vois que cette étudiante est capable de prendre en considération les idées opposées aux siennes pour mieux introduire ses propres idées. Troisième paragraphe de ce développement commence par un mot, enfin. Donc je comprends que ça va être la dernière idée. Dans ce troisième paragraphe, elle est plus offensive, puisqu'elle accuse certains détracteurs de l'uniforme scolaire d'être intellectuellement malhonnête. Donc là, elle est beaucoup plus offensive. Et comment elle fait ça? Elle le fait avec un exemple. Elle prend l'exemple, je crois, de la Nouvelle-Zélande, qui est une démocratie exemplaire, et en expliquant que les élèves néo-zélandais ont l'habitude d'aller à l'école en uniforme scolaire. Enfin, la conclusion, 2 phrases seulement pour la conclusion très efficace. Sans être une solution miracle, l'uniforme peut être un levier parmi d'autres pour favoriser un climat scolaire plus serein. Cette phrase, elle résume en une seule phrase toutes les idées qu'elle a avancées dans les 2e, 3e et 4e paragraphes. Et dans la deuxième phrase, d'une façon très pragmatique, j'ai bien aimé ça, elle dit plutôt que de s'opposer frontalement, pourquoi ne pas expérimenter cette mesure et en évaluer les effets? Elle propose aux autres parents d'élèves d'évaluer l'uniforme scolaire. Si c'est bien, on le garde. Si ce n'est pas bien, on abandonne cet uniforme. Donc j'ai trouvé ça très pragmatique et assez conciliant finalement. Donc j'ai apprécié la signature, une maman engagée qui montre qu'elle a parfaitement tout compris et qui lui permet aussi de rester anonyme parce que souviens-toi, l'épreuve du DALF doit rester anonyme. Alors pourquoi cette production obtient la meilleure note? Tout simplement parce qu'elle répond à tous les critères. On va dire qu'elle coche toutes les cases. Nous, les correcteurs, dans notre grille de correction, on a 5 grands critères qui sont la réalisation de la tâche, la cohérence et cohésion, la morphosyntaxe, c'est-à-dire la grammaire, et le lexique. Ça fait 4. Donc dans la partie réalisation de la tâche, est-ce que cette étudiante respecte la consigne, respecte ce qu'on lui a demandé de faire? Bien absolument, la situation de communication est respectée. Elle a bien fait un courrier des lecteurs, c'est ce qu'on lui demandait de faire. Elle a bien écrit en tant que parent d'élève à d'autres parents d'élèves. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Elle est capable d'apporter son point de vue, d'apporter des arguments et des exemples. Elle respecte le nombre de mots, il y a exactement 279 mots, c'est parfait. Pour la partie cohérence et cohésion, je te l'ai dit, la mise en page est très claire avec une introduction, un développement et une conclusion. L'introduction et la conclusion sont parfaitement réussies. Dans l'introduction, elle annonce la problématique et dans la conclusion, elle n'apporte pas d'idées nouvelles.
Les connecteurs, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de connecteurs dans sa production. Je crois qu'il y a cependant, toutefois, certes, car et enfin. C'est vrai que j'aurais apprécié 1 ou 2 connecteurs supplémentaires, mais en même temps, tu n'as pas besoin de mettre 56 connecteurs. Il vaut mieux mettre 6 connecteurs qui sont bien maîtrisés que 10 ou 12 qui sont mal maîtrisés. Je savais qu'il y avait 5 critères et que j'avais oublié un critère. Il s'agit de l'adaptation sociolinguistique. Donc là, elle est parfaitement maîtrisée. On sent qu'elle est capable de s'exprimer dans un registre formel. Très intéressant aussi, elle est capable d'utiliser toutes les stratégies de communication pour produire un effet, pour produire de l'effet sur ses interlocuteurs. Je te l'ai dit, elle est tantôt conciliante, capable de comprendre en considération les arguments des personnes qui ne pensent pas comme elle, et tantôt elle est très offensive, comme lors de ce dernier paragraphe où elle accuse certaines personnes d'être intellectuellement malhonnêtes. On exige à un niveau C1 que le vocabulaire soit riche et précis, et c'est exactement le cas dans cette production-là. Par exemple, l'étudiante est capable d'éviter les répétitions. Pour parler de l'uniforme, par exemple, elle utilise les termes uniforme scolaire, tenue scolaire commune, tradition vestimentaire et trousseau. Donc elle a 4 mots différents pour dire la même chose. C'est très très bien. Pour la morphosyntaxe, je retiens que l'étudiante est capable de varier ses phrases. Elle est capable, par exemple, de faire des phrases interro-négatives de façon formelle avec l'inversion du verbe et du sujet. Et je pense que même au niveau C1, tous les étudiants ne maîtrisent pas forcément cette structure-là, même s'ils devraient. Elle utilise également des hypothèses. Si certains écoliers victimes de ces injustices peuvent se sentir le cœur plus léger sur le chemin de l'école, ce serait déjà une énorme victoire pour toute notre société. Donc là, on a l'hypothèse avec un verbe au conditionnel, c'est parfait. Et justement, au niveau des verbes, eh bien, on retrouve des futurs, des présents, des conditionnels qui à chaque fois sont bien utilisés. C'est vrai qu'il n'y a pas de subjonctif. Donc tu vois qu'on peut parfaitement faire un essai, une production d'un niveau C1 sans mettre le subjonctif. Je vois parfois certains étudiants qui absolument veulent me faire une phrase au subjonctif. Si ce n'est pas nécessaire, ne la faites pas. Utilisez-la si c'est nécessaire. Les verbes sont bien conjugués, les adjectifs sont bien accordés, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cet exercice, l'essai de production écrite. Dis-moi si tu veux d'autres vidéos sur le DALF C1. Tu peux me mettre ça dans les commentaires. Et surtout, dis-moi quel type de vidéo tu veux. Est-ce que tu veux qu'on continue sur l'essai et qu'on voit d'autres types de production, par exemple la lettre formelle ou la lettre ouverte ou le forum internet? Est-ce que tu veux qu'on passe à une autre compétence comme la compréhension orale ou la production orale? Dis-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Alors c'est vrai que ces derniers temps, j'avais un petit peu arrêté de faire des vidéos sur le DELF et le DALF. Et très souvent, on me demande dans les commentaires pourquoi, ou même parfois même dans la rue, ça m'est arrivé, que des gens m'arrêtent et me disent « Ah, Jordi, j'aime beaucoup ce que tu fais pour nous, les étudiants de français, mais pourquoi tu as arrêté les vidéos sur le DELF et le DALF ?» Et oui, pourquoi j'ai arrêté les vidéos sur le DELF et le DALF? Eh bien tout simplement parce que tu le sais peut-être, il y a 1 an et demi environ, j'ai créé quelque chose, un projet qui me tenait à cœur, qui est la plateforme du club de français en ligne. J'ai créé un club de français, mais qui est un club de français en ligne, où il n'y a pas forcément des formations sur le DELF et le DALF. En fait, c'est plutôt des activités pour progresser en français, mais d'une façon générale. J'attache beaucoup d'importance à la notion de plaisir. On apprend une langue pour faire du plaisir et pas seulement pour passer des examens. Donc c'est vrai qu'entre le développement du club de français en ligne, j'y passe beaucoup de temps dans la semaine, plus la vidéo qui sort chaque semaine sur YouTube pour aider les étudiants de français, ça fait beaucoup de travail et je n'avais pas eu le temps pour des vidéos spécifiques, on va dire, sur le DELF et le DALF. Néanmoins, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ces vidéos sur le DELF et le DALF, parce que
Je sens que vraiment je peux aider des étudiants qui sont en train de préparer leur examen et les aider à réussir. Et ça me rend, je suis toujours très fier lorsque un étudiant me met dans les commentaires « J'ai obtenu 24 sur 25 ou 25 sur 25 et je te remercie du fond du cœur. J'ai préparé tous mes examens avec toi. » Ça me rend très fier. Donc je te l'avais dit, pour les étudiants qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin et qui préparent leur DALF C1, j'ai une petite surprise. C'est tout simplement que sur la plateforme du Club de Français, mais sur la partie qui est gratuite, qui est ouverte à tous, j'ai placé d'autres types de sujets d'examen. Pour les créer, je me suis inspiré des consignes qui sont régulièrement données aux étudiants qui passent le C1. Donc tout ceci se trouve dans la description de la vidéo. Je vais le mettre en première ou deuxième ligne de la vidéo. Et ainsi, tu pourras découvrir la plateforme du Club de Français en ligne dont je suis très fier, voir un petit peu tous les cours, tous les podcasts, tout ce qui existe sur cette plateforme, qui est extrêmement riche. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne du French Club. Ça ne sera pas une vidéo sur le DELF, mais je te le promets, ça sera une vidéo pour t'aider à progresser en français.